nos froides et humides contrées picardes à la veille d'un séminaire à l'EHESS. Je suis personnellement particulièrement touché depuis quelques mois que l'expérience de l'université populaire est lancée, de constater à quel point les universitaires auxquels nous nous adressons en leur demandant de bien vouloir venir nous présenter leurs travaux et contribuer à nous éclairer sur des questions qui nous intéressent, répondent avec une grande bonne volonté. Et je vois dans cette bonne volonté un signe réconfortant dans cette période un peu difficile, où on parle beaucoup de repli sur soi, de compétition féroce, de crise, de restriction. Et ma foi, je vois des gens qui très gentiment et très facilement répondent à nos invitations. Oui, franchement, je ne sais quel mot employer pour désigner cette attitude. Alors, je n'ai pas trouvé de formule qui corresponde tout à fait à ce que je voulais dire. J'hésite entre république des idées, comme ça, le signe de quelque chose comme ça, ou alors je vais risquer le mot toujours délicat de fraternité. Voilà, je connais la présence de François Dubé ce soir. Je la reçois comme un signe de fraternité intellectuelle, politique, si on veut. Bien, alors je ne vais pas présenter l'université populaire d'Amiens. Je crois que la plupart d'entre vous nous ont déjà rencontrés. Simplement, voilà, nous voudrions contribuer, je viens de le dire en fait, à animer la réflexion et le débat d'idées sur Amiens, d'abord et surtout en ce qui concerne les enjeux de la vie sociale qui nous paraissent les plus importants aujourd'hui. Je pense que substantiellement la démocratie a besoin de la délibération, du débat collectif, véritablement d'une parole qui s'échange un peu sur la place publique. Et nous ne sommes pas les seuls. Hein, Amiens, vous connaissez les propositions de l'association pour parler, de ce que le Safran organise aussi, qui est tout à fait sympathique avec les soirées. Ce soir, on refait le monde. Bon, voilà une proposition de plus. Si je me permets d'y insister, c'est parce que nous souffrons un tout petit peu d'être un petit groupe, hein, une micro-association, et que cette prise de parole a aussi pour but de vous dire si ce que nous faisons vous intéresse et que vous pensez pouvoir y consacrer un peu de temps, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je remercie tous ceux qui ont bien voulu ce soir nous aider à vous informer. Je sais que plusieurs syndicats d'enseignants l'ont fait, que M. Francis Foreau, inspecteur de philosophie, l'a fait pour l'IEFM, d'autres l'ont fait aussi, qu'ils soient tous remerciés également, je ne voudrais pas les oublier, ni oublier les très sympathiques libraires de la librairie Le Labyrinthe à Saint-Leu, établissement qui gagne à être connu, un petit établissement modeste dans la rue de Hockey, dans le cœur du quartier Saint-Leu, et où règne une ambiance sympathique et véritablement de librairie au meilleur sens du terme. Voilà. J'allais terminer avec les remerciements et je reviens à l'objet de cette soirée. Vous le savez bien, pour la pensée républicaine qui nous a tous marqués, formés, pour la pensée républicaine en France, au moins depuis la fin du XIXe siècle, l'égalité méritocratique des chances fait par principe l'école juste. Le consensus très fort autour de cette croyance semble s'être défait, je risque cette interprétation, avec les travaux des sociologues des années 60, les célèbres travaux de Pierre Bourdieu, de Passeron, ceux également de Baudelot et Establet, qui ont très largement, très fortement, nous ont fait découvrir à quel point les déterminismes sociaux pesaient
sur la réussite scolaire. À quel point, justement, les déterminations socioculturelles avaient, justement, des effets assez implacables sur la reproduction sociale. Alors, le grand mouvement de démocratisation de l'accès au collège, au lycée, à l'université, qui s'est amorcé à la fin des années 60, a pu nous faire espérer à tous, aux uns aux autres, parents, enseignants, citoyens, que précisément cette période de discrimination de l'accès aux études, aux diplômes, était terminée. En tout cas, que les choses allaient être profondément modifiées dans le sens de la justice sociale. Toutes les enquêtes, toutes les études, hélas, nous ont, enfin, il nous faut enregistrer un constat assez décourageant que partage aussi, je crois, François Dubé. Si depuis 50 ans, l'accès aux études longues s'est élargi, les différences de réussite entre catégories sociales restent presque aussi fortes qu'au temps où l'accès aux études était rigoureusement inégalitaire. Voilà. Et ce constat, les enseignants qui sont là, certainement, ont pu le faire également. Ce constat, il est souvent décourageant. C'est sans doute à partir de ce moment-là, je crois, s'est popularisée, s'est répandue l'idée d'une crise de l'école et une controverse assez vive qui dure toujours entre, par exemple, les nostalgiques de l'école républicaine, qui paraît de toutes sortes de vertus, parce qu'elle aurait permis justement le plein épanouissement de cette méritocratie, de la réussite au mérite. Entre nostalgiques donc de l'école républicaine, partisans de transformation des contenus et des pédagogies, cette crise s'est accompagnée aussi d'une certaine tentation de la part des acteurs de l'école de renoncer à agir face à un système où les facteurs étaient extrêmement nombreux et complexes, presque impossibles à maîtriser, même théoriquement. Ou bien, et ça on a beaucoup entendu aussi ce discours, après tout, cessons nos efforts, ne nous obstinons pas, toute réforme en profondeur de l'école est impossible en l'absence d'une profonde réforme de la société. Discours aussi largement entendu. François Dubé, vous travaillez sur ces questions depuis de nombreuses années. Vous leur avez consacré de nombreux ouvrages, plus d'une dizaine, d'auteurs solitaires ou en équipe. Faites-vous un des principaux contributeurs français au débat autour de l'école. Vous affirmez préférer des principes modestes accordés à des politiques possibles. Vous voulez militer avec d'autres, et la preuve en est votre présence ici ce soir, pour que les acteurs politiques et syndicaux, les mouvements pédagogiques, qui se sont longtemps battus pour plus de justice sociale, n'abandonnent pas le combat. Je vous adresse cette question. Nous, moi, je pense, une partie de la salle au moins vous l'adresse. Quelles pourraient être les conditions de formation d'une école juste, en tout cas moins injuste? Oui, oui, c'est bien. Bien, je vous remercie de m'avoir invité. Je vais commencer par une bonne nouvelle qui sera probablement la seule que nous pouvons
à voir ces temps-ci, c'est que je crois que pour la première fois depuis longtemps, la question de l'école va jouer un rôle important dans une campagne électorale. Je rappelle que dans la dernière campagne électorale, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On ne dit que des bêtises. Dans la campagne électorale précédente entre Chirac et Jospin, on n'en parle pas du tout. Et j'ai le sentiment que dans la campagne qui se prépare, on va en parler. Donc c'est une bonne chose que l'on parle de l'école pour deux raisons. D'abord parce qu'évidemment ça nous concerne profondément, et parce que l'école c'est quelque chose sur lequel on peut agir. C'est pas quelque chose qui dépend immédiatement, totalement des marchés financiers, des flux internationaux. Si je décide que les enfants doivent apprendre à lire à 7 ans ou à 5 ans, ça ne dépend pas du capitalisme international, ça dépend de nous. Bon, je voudrais le rappeler. Des possibilités de financement aussi. Pas forcément. On y reviendra, pas forcément. Ça dépend de notre capacité politique d'agir. On y reviendra sur la question des moyens, justement. Je présume que cette question sera posée. Donc je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, on est dans un moment de responsabilité sur l'école, puisque en même temps, je crois que plus personne ne peut dire véritablement, en étant modérément informé et modérément de bonne foi, que nous avons la meilleure école du monde, que le monde entier nous l'envie. Bon, voilà. On n'est plus du tout dans cette situation. Il faut rendre hommage quand même à des choses un peu bébêtes, comme les comparaisons internationales qui valent ce qu'elles valent, mais quand toutes montrent systématiquement un petit peu la même chose, ça commence quand même à nous poser de véritables problèmes. Je crois donc que on a une sorte de responsabilité, d'obligation de devenir un tout petit peu intelligent sur les affaires scolaires. Alors, on est tous très intelligents parce qu'on est tous évidemment concernés, soit parce qu'on est enseignant, soit parce qu'on l'a été, soit parce qu'on a des enfants, soit parce qu'on en a eu, soit parce qu'on en aura. Mais enfin, on peut essayer de prendre un tout petit peu de distance par rapport à ça. Alors, commençons par, je dirais, l'histoire de l'école française. Vous savez que la France est un pays qui a un rapport très particulier à l'école, parce que c'est un pays qui a été fait par l'école. Voilà. Un député de Jules Ferry, sous l'époque Jules Ferry, dit « La République sera enseignante ou ne sera pas », pour des raisons qu'on a tous appris au lycée, enfin j'espère qu'on continue à l'apprendre, qui est que quand la Troisième République s'installe, la France n'est pas républicaine. Voilà. Elle est républicaine par accident. D'ailleurs, grâce à la bêtise des monarchistes qui ne s'entendent pas sur une affaire locale de drapeau, la France est républicaine, mais elle va à la messe et les curés sont contre la République. Voilà. Donc, il faut fabriquer des citoyens et l'école va être chargée de cet énorme travail qui consiste à faire que on va fabriquer des citoyens français qui croient au progrès, à la démocratie, à la raison et qui se sentent français. C'est un petit détail dans lequel vous n'êtes pas très sensible ici parce que vous êtes français depuis très longtemps, mais moi je viens d'une région du sud de la France où les gens ne parlaient pas tellement français sous Jules Ferry, il faut le rappeler. Les Bretons, j'en parle même pas, ne parlaient pas du tout français. Bon. Donc, on fabrique une école qui va avoir principalement pour fonction de créer, au fond, d'installer un régime politique progressiste, républicain, je dis bien républicain, pas démocrate, hein, pas démocratique, c'est tout à fait autre chose, et qui va l'installer d'une manière très particulière en créant une forme de justice scolaire qu'aujourd'hui on voit de manière enchantée, surtout parce qu'on est ignorant, qui consiste à dire les enfants du peuple vont dans l'école du peuple, hein, entre 6 et 12 ans, ou 6 ou 14 ans. Pour l'essentiel, ils sortent de là, la moitié d'entre eux avec le certificat d'études, l'autre moitié ne l'ayant pas, et ils iront occuper les emplois qui leur sont destinés par la force des choses. C'est-à-dire qu'ils iront travailler dans les usines où travaillaient leurs parents, dans les champs où travaillaient leurs parents, et les filles chercheront un mari. Voilà, à peu près.
Les enfants de la bourgeoisie vont au petit lycée, comme par le passé, où ils font du latin très précocement, et puis ils iront jusqu'au bac, mais ça ne concerne pas grand monde, ça concerne, en 1902, il y a 2% d'une classe d'âge qui a le bac. 2%, c'est pas beaucoup. Hein. Les Français qui ont le bac et qui l'ont, au fond, de la licence. Pour parler comme les sociologues, c'est des héritiers, au fond. Les héritiers sont nés dedans, ils y vont. Et puis il y a un petit monde intermédiaire, qui est le monde du collège, qui est le monde où les enfants du peuple, particulièrement vertueux, travailleurs, sérieux, austères, voilà, vont être poussés. Ils seront poussés, ils iront au collège, et là, ils passeront le brevet élémentaire, grâce auquel ils pourront devenir postiers, gendarmes, Ferry disait sous-officiers de la République, instituteurs, pour les meilleurs d'entre eux, et s'ils sont exceptionnellement, alors vraiment exceptionnellement méritants, doués et travailleurs, ils iront au lycée, et là, ils deviendront officiers de la République. Ça concerne, en fait, très très peu de gens, mais ça construit notre imaginaire de manière très très forte aujourd'hui. Un tas de gens dont je ne suis pas, mais vont sur tous les plateaux de télévision dire cette école marchait formidablement, tout le monde avait un niveau d'orthographe magnifique, c'était l'ascenseur social. Oui, il y avait l'ascenseur social, mais très peu de gens l'empruntaient. Hein. Et ça a créé cet imaginaire. Il y avait au fond, pour reprendre le vieux discours de la sociologie, il y avait pour l'essentiel des héritiers, et puis quelques boursiers, qu'on aimait beaucoup parce qu'il montrait que la République était grande et généreuse. Ce modèle, il a duré très longtemps. Moi, ce modèle, je l'ai connu personnellement. Hein. Moi, je me suis tapé un examen d'entrée en 6e, des participes passés qui se conjuguaient, qui vous faisait sortir de votre milieu pour grimper vers des lendemains radieux. Bon. Ça, le modèle de justice, c'est pas l'égalité des chances du tout. Du tout. On ne parle jamais d'égalité des chances. Je signale d'ailleurs que les syndicats de l'époque, dans cette longue période, soutiennent l'école et ne réclament pas l'égalité des chances. Ils ne veulent pas, les syndicats, que les enfants d'ouvriers deviennent cadres. Ils veulent que les enfants d'ouvriers aient une bonne formation d'ouvriers pour devenir des bons ouvriers qui seront bien payés, qui feront la révolution, qui changeront l'ordre social. Il ne s'agit pas du tout. On n'est pas du tout dans le modèle d'égalité des chances. Le modèle de l'égalité des chances va s'imposer progressivement à partir des années 60-70, quand on va dire on change de modèle et on va créer un imaginaire de justice scolaire qui est le suivant, c'est l'imaginaire au fond de compétition sportive équitable. Hein. Tout le monde rentre dans la même école, même école élémentaire, même collège, même prof, même programme, voilà. Et un peu comme à Roland-Garros, vous êtes sélectionné et les meilleurs continuent le match, la compétition, et les autres dégagent. Alors ils dégagent vers une filière technique, et puis s'ils sont encore moins bons, vers une filière professionnelle, et puis à la fin, il y a le vainqueur du tournoi, qui est le major de Polytechnique, c'est-à-dire qui a réussi tous les matchs. Bon. L'idée de justice qu'on a là, c'est l'égalité des chances. Au fond, la fiction de justice, c'est de dire l'école annule les inégalités sociales. On part d'une hypothèse optimiste, c'est que Dieu a été sympathique, c'est-à-dire qu'il a réparti les talents de manière aléatoire, ce qui est une hypothèse, hein, je veux dire, on n'a pas de preuve qu'il ait fait ça, et que, au fond, l'école efface les effets des inégalités sociales, elle offre une scolarité parfaitement équitable, et le meilleur gagne. Et donc, on va être dans un modèle où on va dire ce qui est totalement injuste, le modèle d'égalité des chances qui va, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, être réitéré par tous les candidats qui vont dire l'égalité des chances, ils vont piétiner, trépiller Gaulle, égalité des chances, égalité des chances. L'idéal que l'on a, c'est, puisqu'en France, il y a 50% de femmes, 30% d'enfants d'ouvriers, et 15% d'enfants de minorité,
Je dois retrouver à l'école normale supérieure 50% de femmes, 30% d'enfants d'ouvriers, 15% d'enfants de minorité. Ça veut dire que l'école a produit des inégalités justes. Hein? L'égalité des chances, qu'on va tous répéter mécaniquement, ça veut dire qu'on va produire des inégalités justes résultant d'une compétition équitable ayant eu la capacité d'effacer les effets injustes des inégalités sociales. C'est ça le modèle de justice. Alors c'est un vieux modèle de justice, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, qui va s'imposer d'une certaine façon au lendemain de la Révolution française, quand on va se trouver devant une contradiction effroyable qui consiste à dire nous sommes tous égaux, mais nous occupons des positions sociales inégales. Et dès lors, comment faire pour que des individus égaux, fondamentalement nous naissons tous libres et égaux, etc., occupent des positions inégales? Eh bien, on organise une compétition la plus équitable possible, de manière à ce que ceux qui ont le plus de mérite gagnent. Voilà. La métaphore sportive est déjà dans la Révolution française, et ce modèle va progressivement s'installer, accompagner la massification scolaire, parce qu'au fond, il est le seul modèle de justice, de légitimité de l'école en termes de justice, dans un système d'école de masse. Si tout le monde va à l'école, tout le monde doit avoir, au départ, la même chance de réussir. Alors, je ne vais pas critiquer ce modèle en termes de modèle. Je vais dire, moi, je n'ai pas d'opposition normative à ce modèle. Je trouve qu'il est juste. Voilà. Il est juste. Bon. Mais le fait qu'un modèle soit juste dans le ciel des idées ne signifie pas qu'il est pour autant parfaitement juste et acceptable quand il descend sur la terre de la réalité sociale. Hein? L'enfer est pavé de très bonnes intentions. Un modèle parfaitement juste dans le ciel des idées peut avoir des effets un tout petit peu discutables. Et je vais donc me situer dans une position ce soir un peu étrange. Je sais que dans les semaines qui viennent, tout le monde va dire égalité des chances, et moi je vais vous dire, méfiez-vous de ce mot d'ordre qui est beaucoup moins sympathique qu'il en a l'air. Et qui est peut-être que cet idéal de justice-là, qu'il ne faut pas contester comme idéal de justice, peut nous poser des problèmes tout à fait considérables dès lors que l'on veut le réaliser. Alors je vais développer un certain nombre d'arguments critiques pour dire que peut-être qu'une école juste, ça n'est pas qu'une école de l'égalité des chances. C'est ça au fond mon raisonnement, c'est de dire l'égalité des chances, bien sûr, mais non, n'imaginons pas que ça suffit à fabriquer de l'école juste. Bon. Alors il y a d'abord une famille d'arguments que les sociologues font, sur lesquels les sociologues ont fait un fonds de commerce depuis 50 ans, qui est très simple. C'est qu'en réalité, on ne parvient pas à neutraliser dans l'école, nulle part au monde, les effets des inégalités sociales. Bon. C'est un peu bête, mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire que, pourquoi on n'y arrive pas? Parce que ce qui conditionne, alors je vais être bien précis, en moyenne, pas au niveau de chaque individu, on va réfléchir en moyenne. En moyenne, dès que l'on mesure les performances des enfants, l'effet de l'origine sociale joue un rôle décisif. Voilà. Autrement dit, c'est pas tellement l'argent, c'est ça qui est très ennuyeux. On a cru qu'il suffisait d'annuler l'argent. Donc, on va donner des bourses, ça sera gratuit, et donc les enfants seront égaux. Malheureusement, ce qui rend les enfants inégaux, c'est pas l'argent. Fondamentalement, devant l'école, c'est le niveau linguistique des parents, c'est le niveau de motivation des parents, c'est ce que lisent les parents, c'est ce que les parents distillent. Ce qui fait d'ailleurs que des familles peuvent être économiquement pas dans une situation terrible, mais culturellement dans une très bonne situation. Du point de vue des enfants, il vaut mieux des parents pauvres mais cultivés que riches et bêtes. Bon, tendanciellement, c'est pas comme ça, mais voilà. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à neutraliser. Donc
être un enfant de cadre cultivé, c'est toujours mieux qu'être un enfant d'ouvrier, immigré, non cultivé. Voilà. Donc, alors, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose comme l'ordre d'une réitération comme ça, obstinée, qui nous déçoit sans cesse. Au fond, ça ne marche pas jamais vraiment, cette histoire. Dans aucun pays du monde, je le signale tout de suite, il n'y a pas de pays dans lesquels, j'y reviendrai, il y a des pays qui réalisent mieux cet objectif, mais c'est très compliqué à réaliser. Et c'est très compliqué pour une raison en plus que je pourrais vous expliquer très, très sommairement, c'est que les inégalités scolaires sont le produit agrégé de très petites inégalités. C'est-à-dire que pour avoir de grandes inégalités scolaires à la fin d'un parcours scolaire, il suffit de mettre des petites inégalités au départ du parcours scolaire. Je m'explique. J'ai l'impression que je ne voudrais pas que vous endormiez. Hein. Je m'explique. Imaginez que vous ayez deux catégories sociales, les favorisés et les défavorisés. C'est pas comme ça dans la réalité, il n'y a pas deux catégories grossières. Imaginez que quand vous êtes dans la catégorie favorisée, chaque fois que vous passez une épreuve, vous réussissez dans 80% des cas. D'accord? Et imaginez que quand vous êtes dans la catégorie défavorisée, chaque fois que vous passez une épreuve, vous réussissez à 50% des cas. Vous remarquerez que l'écart n'est pas considérable. Hein? C'est-à-dire, les favorisés ont 1,3 fois plus de chances de réussir que les défavorisés. C'est injuste, c'est inégal, mais ce n'est pas considérable. Bon, jusque-là, comme dirait Woody Allen, ça va. Vous faites entrer 100 gamins favorisés, 100 gamins défavorisés dans le système. On les sélectionne en fin de troisième. Survivants favorisés, 80. Survivants défavorisés, 50. D'accord. Fin de seconde, on oriente vers les filières dignes et les filières indignes. Pas comme ça exactement, mais bon. Survivants favorisés, 80% de 80 qui restent, 64. Survivants défavorisés, 50% de 50, 25. Ça commence à faire. Imaginez qu'il y ait des vrais bacs. C'est pas vrai, mais bon, un petit peu quand même. Et des moins vrais bacs. Survivants favorisés, 80% 64, 50, 49 et des poussières. 50 en course, toujours. Survivants défavorisés, 12,5. Imaginez que vous ayez des vrais facs et pas de vrais facs. C'est pas vrai non plus, mais bon, quand même, un petit peu. Survivants favorisés, 80% de 50, 40. Toujours en course. Survivants défavorisés, 6,5, 6,25. Imaginez que vous ayez l'accès à l'élite et l'accès à pas l'élite. Les vrais, quoi. Hein, ceux qui vont diriger le pays, l'économie, etc. Survivants favorisés, 32. 80% de 40. Survivants défavorisés, 3. L'écart en 5 épreuves est passé de 1,3 à 10. Personne n'a été méchant, personne n'a été sadique. Et c'est ce qui nous est arrivé. Hein? C'est ce qui nous est arrivé quand on est passé d'un système style années 60 à un système style année 2010. L'écart de performance entre les élèves n'a pas bronché. Il est toujours aussi grand. Beaucoup d'enfants du peuple ont grimpé à l'école, tant mieux. Mais l'écart de réussite finale, quand on le mesure au niveau de l'accès